Garder en mémoire les événements marquants d'une vie est souvent difficile. Les partager reste souvent compliqué. Les raconter demande un courage et une volonté sans faille. Les témoignages de ce film ne remettent pas en cause les événements, mais apportent un regard différent sur l'histoire d'un lieu et de plusieurs vies, et nous permettent ainsi, aujourd'hui, de mieux comprendre les événements du 31 août 1944. Mais avant de partir sur les traces de ces événements, intéressons-nous à la vie de ce village entre 1935 et 1939. Alors, la population de Pusignan a évolué en baisse pendant le début du XXe siècle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu la grande conflagration de 14-18. Et à l'issue de cette conflagration, la population n'était plus que d'environ 800 personnes. Alors, que dire de la vie de Pusignan? On était agriculteurs principalement, et puis il y avait aussi ces terres alluviales formidables qui permettaient de cultiver ce que nous appellerions du maraîchage aujourd'hui. Donc on vivait assez bien, difficilement quand même. Un village rural, surtout agricole. Il y avait une multitude de fermes, même le long de la route. Les vaches encore traversaient le village matin et soir. Alors ça a vraiment changé. Il y avait 75 exploitations agricoles à Pusignan. Alors, c'était des exploitations qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dira que c'est de la culture industrielle. Mais vous aviez des exploitations qui avaient 2, 3 hectares, d'autres plus. Mais je pense que la plus grande exploitation avait 25 hectares et employait 1 ou 2 employés agricoles. Entre 35 et 45, si vous voulez, c'était de la pomme de terre, de la betterave sucrière. Des petites céréales, un peu de tout. Hein. Et puis, ils avaient quelques vaches. Oh, on avait toujours une dizaine de bêtes. On n'avait pas une grande écurie. Une dizaine de bêtes, on avait 3 chevaux. Autrement, il y avait de nombreux artisans, maçons, menuisiers, peintres, et essentiel pour le pays, des maréchaux ferrants, 2, un à Moiffon et un à Lavala, ainsi qu'un charron dont la réputation allait bien au-delà des limites du territoire de la commune. Beaucoup plus de commerce, énormément plus de commerce. Rien qu'ici, il y avait... Ah, ici, c'était Moiffon, ici. Il y avait, je crois, 5 cafés, 5 bistrots. 5. Alors, en 1935, il y a quelque chose de formidable qui est arrivé déjà depuis un moment à Pusignan et à cette contrée. C'est l'existence de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, entre parenthèses, lyonnais. À cette époque-là, l'Est, c'était juste l'Est de Lyon. Elle allait, cette ligne de chemin de fer, de Villeurbanne jusqu'à Saint-Genis-sur-Guiers, qu'on appelait alors Saint-Genis-d'Aoste. Donc, cette locomotive, et qui traînait quelques wagons, omnibus, a animé la vie. C'est ainsi que le modernisme est arrivé dans notre contrée de l'Est lyonnais. Ah, ben, c'était un taco. C'était des wagons en bois. Oh, ben, il sifflait tout le long. Et puis il fumait, hein. Oh là là. Oui. Ah oui, il toussait, hein, tout le long. Il allait pas vite. C'était pas le TGV, hein.
Il lui arrivait effectivement fréquemment d'être astreint en raison de la montée de la Léchère après Pont-de-Clary, et puis au passage à la Fusa, de laisser des wagons parce qu'il n'avait pas la possibilité de tirer la totalité. Donc il faisait 1 ou 2 voyages, ce qui explique ses arrivées à Pusignan à 11h du soir au lieu de 8h30. Et là, vraiment, je l'ai vu à plusieurs reprises manquer la gare. Il s'arrêtait, si vous voulez, grosso modo à la route de Jonage. Tout le monde courait pour aller le prendre et trouvait la bonne idée de faire marche arrière pour venir à la gare. En 1935, je vous signale que l'école, elle était mixte, ce qui était assez étonnant à cette époque. Mais la récréation, on séparait les filles et les garçons. Il ne fallait quand même pas mélanger les genres à cette époque-là. Et donc, moi, j'allais à l'école à Pusignan. Alors, à cette époque-là, l'école, c'était 2 bâtiments. C'était des salles qui sont dans la mairie actuelle. Et puis, il y avait les cours de chaque côté. Alors, on était déjà mixte. Les classes se faisaient filles et garçons. Mais les récréations étaient séparées. Il y avait la cour des filles et la cour des garçons. Il faut dire une chose, que lorsqu'on arrivait à l'école, tout à fait, j'ai mémoire de cela, c'est nous qui allumions le feu de l'école, les phares, avec du bois, de la paille, etc. Et puis, chacun à son tour. Moi, j'ai commencé l'école en sabots, parce que ma mère, dans le Beaujolais, c'était les sabots. Alors moi, j'ai été à l'école en sabots. Après, on a eu des galoches, semelles de bois et puis montantes, vous voyez. Ouais, c'était joli pour nous. Les filles, elles étaient... le pantalon n'existait pas, le short non plus. Les filles, à l'école, on avait des sarraux, on allait en classe en blouse. Hein. Où il y a la mairie actuellement, il y avait 2 classes, il y avait deux grandes salles là-bas, c'est tout ce qu'il y avait, avec des préaux, et on montait à pied à l'époque, il n'y avait pas le cortège de voitures qu'on voit actuellement. Non, on montait à pied, on redescendait à pied. Et même ceux qui habitaient à 2 kilomètres du village, ils allaient à pied. Parce qu'avant la guerre, il y avait 2-3 voitures à Pusignan. Après, c'est venu beaucoup de voitures. Les voitures, on n'en avait pas de voitures. Oh non, puis je vais vous dire qu'à Pusignan, il y en avait très peu. Hein. Elles se comptaient sur les doigts de la main. Mon père avait une voiture, oui, une Peugeot, que j'aimais pas beaucoup parce qu'elle était carrée. Avant 1939, la ligne commerciale aérienne allemande relie Berlin à Buenos Aires. Pour le plus grand bonheur de tous, les Zeppelins passent au-dessus de Pusignan. Alors le Zeppelin, il passait, je ne sais pas combien de fois, hein, s'il passait toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais pas. Mais c'était pendant les vacances. Hein. Et le matin, mon grand-père me réveillait parce qu'on entendait ronfler. Il passait comme ça. Le Zeppelin qui passait, c'était quelque chose. On a vu le Graf Zeppelin, il passait plus près. L'Hindenburg, celui qui avait sauté dans le port de New York, là-bas, qui avait explosé, il passait plus sur Lyon. On l'a vu qu'une fois, celui-là. Il était plus haut. On nous réveillait pour voir passer le Zeppelin. Et il passait ensuite à Pusignan, au fond du jardin. C'était une masse très importante, les Zeppelins qui devaient faire à l'époque 200 et quelques mètres de long. Hein. Le Zeppelin, Graf Zeppelin, qui s'était arrêté là dans la plaine. Il était descendu comme ça, puis il est resté, je crois, 3 jours. Ou 4 jours, je ne sais pas combien de temps il est resté. L'instituteur des garçons, qui était un monsieur plus jeune que nos institutrices, eh bien, avait emmené sa classe. Nous, les filles, on avait été écartés de ça. Il y en avait qui étaient collés parce que le directeur d'école de garçons avait emmené les garçons pour le voir. Puis nous, les filles, la directrice d'école des filles, la demoiselle pas voulu, on n'était pas allés. On se disait, on va se dépêcher à 11h30, à monter à 11h, on va se dépêcher de monter pour aller le voir. Ah ben, il était parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilisation se fait. Les hommes jeunes, entre 18
et 40 ans, 45 ans même, partent, plus ou moins vite. Puis c'est la drôle de guerre. Il ne faut pas oublier que l'armée française, à cette époque, est surtout dotée de chevaux. Ah ben, c'est-à-dire l'armée française avait réquisitionné les chevaux. En 1939, ça. Et pour un agriculteur, il y a un lien très fort avec ses chevaux. Et toutes ces pauvres bêtes qui ont été rassemblées sur la place de la bascule pour être ramassées après puis partir, qu'ils n'ont jamais revu, bien sûr. Vous allez me dire que parler des problèmes de mobilisation des chevaux à côté de la mobilisation des hommes, oui, mais c'est aussi le sort de la campagne. En 14-18, on avait déjà eu ce même problème. Et les femmes avaient dû remplacer les poilus qui étaient au front. Les femmes vont devoir à nouveau travailler. Et elles sont coincées. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la drôle de guerre, c'était les hommes quand même partis. Et dans les fermes notamment, puisqu'il y en avait beaucoup, c'est les époules qui restent et la plupart du temps qui font fonctionner les exploitations avec des gens qui ont un certain âge. Après la mobilisation et les premiers combats, la guerre rattrape Pusignan en juin 1940, avec le passage des troupes allemandes qui descendent vers le sud. Mon grand-père avait dit, en 39, quand on a perdu la guerre, il a dit « Je ne croirai jamais qu'on a perdu la guerre tant que je ne verrai pas un Allemand devant mon portail. » Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 1940, quand les Allemands ont envahi Pusignan, ils sont passés là. Ce qui l'avait frappé, c'est que les Allemands, ils n'avaient pas le drapeau allemand. Et oui, ils avaient la bannière nazie, c'était des SS. À partir de cet instant, chacun traversera cette période difficile et en conservera des souvenirs marquants. J'ai mangé des cahiers. Les feuilles de cahiers, j'ai mangé, je faisais des boules avec des feuilles de cahiers. J'ai eu énormément souffert de la faim. Oui, bien sûr, avec l'insouciance des 20 ans, mais quand même, avec la vue de la guerre, les gens qui meurent, les bombardements. J'ai eu 20 ans, le 26 mai, donc, jour du bombardement de Lyon. C'était censé être plus facile. Alors le comble, c'est qu'on n'avait pas droit à certaines rations, notamment de sucre ou autre, que les Lyonnais avaient droit, parce qu'on était censé se débrouiller. Alors pour se débrouiller, il a fallu se débrouiller. Et que c'était marche ou crève. Hein. Dramatique, oui, mais oui, pendant la période de guerre, oui, j'ai vu des choses moi, où j'ai vu passer des maquisards sur des camions qui allaient être fusillés. Et que c'est quand même dramatique pour des enfants. En 1943, un contingent allemand arrive dans le village et s'installe chez l'habitant. Mais déjà, de voir des soldats allemands avec des fusils, c'est pas encourageant, hein. Donc on prend peur. Bien que, comme je vous disais récemment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de mauvais rapport sur la commune. Un petit incident. Un jour, le colonel a oublié je ne sais quoi dans sa chambre et il a envoyé 2 militaires, des jeunes gars, 18-20 ans, chercher l'objet qu'il avait oublié. Ces jeunes ont trouvé idéal de glisser sur le parquet en chêne de l'allée qui dessert les chambres. Au scandale de ma mère, quand le colonel est rentré, elle lui a dit « Dites donc, les gars que vous avez envoyés, vous avez vu dans quel état ils ont mis le parquet ?» Elle a dit « Oui, oui, chaussures à clous, je suppose. Hein. » Et bien, il a délégué les 2 gars pour passer au papier verré et à la paille de fer le sol du parquet pour le remettre en état et le cirer. Et elle avait un Allemand qui avait pris sa chambre. Et c'était un jeune Allemand. Et je me rappelle, c'était au mois où on défaisait les petits pois, il défaisait les petits pois avec nous. Malgré les risques, la résistance s'organise et les premiers groupes armés passent dans le village. En juillet 1944, on a commencé à voir circuler beaucoup de tractions du maquis. Et je pense que c'était même vers la fin du mois de juillet, des allées et venues entre, je dirais, la périphérie lyonnaise et le Nord-Isère. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer mes parents
dans le contexte. En particulier mon père, quand il s'est occupé des maquis pour les organiser, les déplacer. Donc, voilà. Et puis, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire le lien avec les maquis qui sont battus là à Pusignan. Le 6 juin 1944, les événements se précipitent. Les combats se rapprochent de jour en jour, jusqu'au débarquement de Provence le 15 août 1944. Vous savez que le débarquement en Provence est un deuxième débarquement, que le premier a eu lieu en Normandie le 6 juin. Lorsque le débarquement en Provence, à partir du 17 août, est considéré comme réussi, on voit qu'il y a une course de vitesse qui vient à la fois du nord et du sud pour qu'il y ait liaison entre le nord et le sud et qu'on puisse, dans la nasse, essayer de coincer le maximum de forces allemandes. Alors, les Allemands ont très très bien compris cette affaire. Et à partir du 17 août, 17-18 août, ils replient le plus rapidement possible pour échapper à la nasse, le plus rapidement possible, leurs forces qui sont au sud. Alors les Allemands ont refait remonter du sud de la France, c'est-à-dire de la région, dès que la bataille de Montélimar s'est terminée, vers le 27-28 août, ils ont fait remonter le plus vite possible ce qu'ils avaient de disponible, et de rapide, et de puissant, c'est-à-dire des unités de la 11e Panzer Division. Donc à partir du 28 et puis surtout le 29 août, il y a des unités allemandes qui passent, et en priorité ces unités blindées de la 11e Panzer. À partir, ils remontent le 29, ils arrivent dans la région sud de Lyon le 30, et ils commencent à se mettre en place en arc de cercle à hauteur de Pusignan à partir du 30-31. Il y a des combats d'ailleurs qui ont lieu avec des unités de résistance à l'ouest de Bourgoin, à Saint-Laurent-de-Mur et dans tous ces coins-là. Il y a plusieurs combats qui ont lieu là au cours de la journée du 30. Ça, c'est un premier mouvement, c'est le mouvement allemand. Il y a un autre mouvement plus à l'est qui est un mouvement américain qui commence à renforcer la région de Grenoble. Et les unités de la résistance refluent vers l'est en direction de Pusignan et au-delà jusqu'à Pont-de-Cherry. Ça, c'est un mouvement. Alors, il y a d'autres mouvements qui se font de l'est vers la région lyonnaise, partant de plus loin à l'est dans les Alpes, et ils se retrouvent ensemble. Il y a une jonction entre ceux qui ont reflué de Villeurbanne et puis ceux qui venaient de plus à l'est des Alpes. Ils constituent une sorte d'unité plus importante. Et leur idée, c'est de revenir sur Lyon. Mais pendant ce temps-là, les Allemands se sont mis en place. Ce qui fait que lorsque, repartant de Pont-de-Cherry en direction de Lyon-Villeurbanne, eh bien là, ils tombent sur toute la couverture allemande. Évidemment, beaucoup plus puissante, puisque c'est une unité qui appartient à une division blindée. C'est pas du même niveau, ça ne fait pas le même poids. Ils ont mis l'équivalent d'un Kampfgruppe, ça faisait à peu près 2000, 3000 hommes. Alors, c'était le 31 août 1944, et c'était un jeudi. C'était un jeudi, je me souviens, ce jour-là, ça devait être 4 heures du matin, lorsque on a entendu du bruit dans la rue, un bruit relativement important. Dans la nuit, on entend des Américains, les Américains, ça faisait du bruit. Vers 2-3 heures du matin, on a entendu des mouvements de camions ronfler et tout. Alors on dit, tiens, on disait que les Américains étaient dans le coin. Ma mère s'est réveillée, elle dit à mon père, dis donc, il y a les Américains qui sont arrivés. Mais c'était pas les Américains, c'était les Allemands. C'est les bottes, autrement dit, c'est les Boches. Il dit, tu parles, c'est des drôles d'Américains qui sont arrivés. C'est les Allemands qui sont là. Il y a un officier allemand qui s'est présenté à mes
mes grands-parents, qui parlaient très très bien le français, et qui leur a dit « Nous ne vous voulons aucun mal. Est-ce que vous avez des FFI qui sont dans le secteur ?» Donc, on logeait dans la maison d'habitation. Et les maquisards nous avaient demandé l'autorisation de mettre leur véhicule. Et ils ont mis leur véhicule, puis ils nous ont demandé si vous ne pouviez pas les loger. Donc, il y avait une grange, et ils logeaient dans la grange. Et ils savaient qu'il y en avait, parce qu'il y avait 2 ou 3 jours qu'il y avait du stationnement de troupes FFI qui étaient par là-bas. On naturellement niait que... Bon. Et là, il y a eu une fouille systématique de toute la maison. Faites des valises au minimum et on prend la clé des champs. Les valises étant faites, dans le noir, sans éclairer la lumière, mon père regarde entre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Une sentinelle qui était au bout du portail. Donc, à mon avis, ils étaient renseignés que le maquis devait loger là et ils attendaient le jour arrive pour pouvoir les attaquer, je ne sais pas. Tant et si bien que nous, on est partis par derrière, il y avait le jardin, mon père nous a fait sauter un mur de 2 mètres, toute la famille, et quand on est arrivé de l'autre côté, mon père saute à ce moment-là, on lui braque un pétard sous le menton. Heureusement, c'était un maquisard qui venait réveiller ses collègues qui dormaient dans la grange. Et nous sommes partis à travers champs, et nous sommes allés nous réfugier chez un agriculteur, une maison qui est située entre Jonnage et Pusignan. Alors, le combat du 31 août, on peut considérer que ça a duré une journée à peu près. Mais à partir du 30, ils étaient déjà en place. Hein? Je parle des Allemands. Donc, ils cherchaient du renseignement. Ils essayaient de savoir, d'abord, toujours si les Américains étaient dans le coin ou pas. Ensuite, ils savaient toujours qu'un peu partout, il y avait des résistants. Alors, ils ont systématiquement, ils ont fouillé les maisons en train de voir s'il n'y avait pas des résistants qui pouvaient traîner par-ci par-là, d'autant plus que c'était peut-être aussi un moyen d'avoir des renseignements sur les Américains. J'ai oublié de vous dire, donc pendant ce temps-là, le jour où nous sommes partis, à la grange qui logeait, où les maquisards sont partis, avec leur véhicule, alors là on n'a pas compris, au nez de la sentinelle, mais il faut bien dire qu'au moment où nous sommes partis à 3 heures du matin, il y a un avion soi-disant américain qui serait passé à Razmot, et la sentinelle allemande se serait retirée, se serait cachée, et ils auraient réussi à ouvrir le portail et sortir les tractions, et sortir du côté du chemin de Bellevay. Par contre, une chose qui nous a été difficilement compréhensible, c'est que dans la grange, il est resté 2 maquisards et une femme. La femme, nous avons appris par la suite que c'était Marie-Jeanne, c'était une estafette, mais les 2 maquisards qui étaient restés, les Allemands ont envahi la propriété et ils disaient habitants, terroristes. Ils disaient, ils demandaient où on était, et personne n'a rien dit évidemment. Mais à ce moment-là, il y a passé un agriculteur d'Azieux, M. Barge, avec sa calèche qui allait voir ses chevaux qui étaient à Villette-Danton, et ils lui ont fait signe de s'arrêter. Il s'est arrêté, ils lui ont fait monter, ils lui ont dit il faut monter à l'échelle là pour aller dans la grange voir ce qui se passe, parce qu'ils avaient jeté des grenades dedans. Et au moment où ils ont jeté les grenades, quand les grenades ont été jetées, c'est là que Marie-Jeanne est apparue à l'oreille de la grange et qu'ils lui ont dit de descendre. Et 2 maquisards qui étaient dans la grange avaient été blessés par les grenades. Et M. Barge, quand il est arrivé en haut, il a vu les maquisards blessés, il est redescendu de l'échelle et il a dit au chef qui était là, il lui a fait comprendre qu'ils étaient blessés. Il lui a mis le pétard sous le nez et il lui a dit qu'il fallait les remonter les chercher et puis les jeter par terre. Et de là, donc, il est remonté en haut, puis malheureusement, il a été obligé de les jeter, et là, ils lui ont donné le coup de grâce, donc 2 maquisards qui ont été tués. Alors, le drame, ça s'est passé, le drame le plus important, ça s'est passé à Pusignan, le 31, là, les Allemands étaient en place, étaient installés, avec un armement et du matériel et des unités beaucoup plus solides. Et en plus, ils étaient installés. Par conséquent, ils avaient tous les avantages sur une unité
légères, pas suffisamment préparées à ce genre de combat, et ça a donné le drame que l'on connaît à Pusignan. Voilà. Le bataillon Henri Barbus est arrivé par Pont-de-Cherruy et avait libéré, d'après ce qui m'a été dit, Chambéry. Ils ont pris position à l'entrée de Pusignan et sur la hauteur du côté gauche de Pusignan, ainsi que du côté de Charvat. Ils avaient une sentinelle, et c'était le vent du nord. Certainement, ils n'ont pas entendu arriver les blindés. Et c'est à ce moment-là donc, que la colonne allemande est arrivée par Lyon, et que les combats ont commencé à avoir lieu, bien entendu que disproportionnés par rapport à la phrase de porte des Allemands et les fusils mitrailleurs que possédaient les maquisards. Et le combat a été rude, on voyait les balles traçantes arriver dans tous les sens. Alors là, les gars, puis c'est toujours pareil, il manquait de chefs, de responsables, comme avec les FTP ici. Des gars, ils se bombardaient avec le titre de lieutenant et tout, mais ils n'étaient pas plus lieutenants que moi, quoi. Mon père s'était devenu fou en voyant ça dans une gravière. Pensez alors les Allemands qui ont occupé les collines, au fur et à mesure qu'il y en a qui sortaient le nez, allaient en bas. Hein, ils étaient pris au piège, quoi. C'est qu'il faut être complètement fou, d'ailleurs, de se lancer dans des trucs comme ça, d'attaquer une colonne semi-blindée, parce qu'ils étaient semi-blindés, hein, et les gars, ils avaient du matériel. Les Allemands, quand ils sont partis de Pusignan, ils sont tombés dans une embuscade sur la route de Janeria. Ils sont tombés sur une embuscade de maquisards, et là, il y a eu une bagarre épouvantable. Je sais pas, il y a eu 25 maquisards, je crois, tués. À la présent, les Allemands, je sais qu'il y en a eu 2 tués. Par contre, les maquisards, il y en a eu 22. Hein. Parce qu'après, les maquis de la Chartreuse qui ont voulu attaquer, heureusement qu'il y a eu le gros orage, parce qu'ils allaient prendre une secouée. Hein. Les gars pas organisés, quoi. C'est le premier mort que j'ai vu, un jeune de Pont-de-Cherruy. Ce qui nous a le plus choqué, c'est quand il y a eu l'attaque sur la route nationale. Il y a eu une attaque, il y avait des Français, des résistants, je crois, peut-être des militaires, qui se sont mis dans une gravière. Et ces pauvres gens, ils se sont fait exterminer à coups de grenade. Et ils ont été transportés à la chapelle du cimetière, ici. Les Américains bombardaient déjà Lyon, et les Allemands se repliaient du côté de la Suisse, du côté de la frontière. Et là, en partant, il y avait un convoi qui est arrivé à Pusignan, et il y avait une moto devant, un sidecar, tout ça, qui ouvrait le convoi, et qui a été flinguée par les maquisards qui étaient planqués dans des greniers là-bas vers la place de la Gaîté. Et en représailles, ils ont ramassé tous les hommes de Pusignan qu'ils trouvaient, les valides, ils les ont parqués sur la place de la bascule. Le premier, c'était un gars qui venait faire catéchisme, un missionnaire qui venait faire catéchisme à un gamin de Pusignan. Puis après moi, c'était le deuxième. Puis après le troisième, c'était le patron du bistrot, le père Varin. Puis après, c'est arrivé, tous les côtés. Et là, il y avait trois mitrailleuses qui étaient dans les 3 angles de la place et qui attendaient des ordres. Ils ont gardé par la suite des otages parmi ces hommes qu'ils avaient rassemblés. Ils ont rassemblé les hommes, disons, valides, enfin de jeunes, quoi. Ils ont gardé que les plus jeunes, ils ont libéré les gamins, les jeunes, les vieux, et ils ont gardé que une dizaine de personnes. Je les connaissais pratiquement tous. Ben, il y avait eu Gaston Labouvette, le grand-père de Daniel. Il y avait Millet. Il y avait qui c'est encore? Il y avait un fils Huvet. Il y avait Pidron. Besset, qui n'était pas bien d'ici. Ouais. Jacob. Viaudrin. Tous ces gens qui étaient de Pusignan. Et là, il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'ils ont libéré mon père. Quand mon père a dit qu'il fallait qu'il emmène ma mère à coucher, à la pouponnière de Charvieux,
Alors, ils ont dû tomber sur un gradé qui était assez sympa pour l'époque, sûrement, pour laisser partir mon père sur une charrette avec le Pétrus Giraire, qui a emmené ma mère en charrette accoucher à la pouponnière de Charlieu. Ils sont partis, ça se flinguait de tous les côtés, les balles qui sifflaient dans la nuit, c'était la nuit. Là. Et puis le Pétrus Giraire qui disait à ma mère « Serrez les miches, mère Vidon, mon Dieu, on arrive, on arrive ». Et puis ils sont arrivés à la pouponnière, il y avait plein de blessés qui arrivaient, et ils faisaient passer les blessés avant les gosses. Et ma mère a accouché là, au milieu des bombes là-bas, des machins. C'était vraiment... pour ça qu'on se rappelle, de 31 août 1944, mon frère, il a été secoué, là, Gérard. Ils les avaient gardés toute la nuit. Je crois qu'ils ont commencé à relâcher, je crois que c'était les personnes âgées. Mais ils avaient prévu de faire brûler Pusignan, donc il aurait pu devenir un deuxième Oradour-sur-Glane. Mais le lendemain, il est arrivé un orage terrible, puisque la place de Pusignan avait 1 mètre d'eau. Et là, ils ont relâché les otages. Mais c'est sûr que ce 31 août, on a eu la trouille. Hein. Faut reconnaître. Toujours est-il que le lendemain, en début d'après-midi, avec mon père, on était dans la maison, et tout d'un coup, on a entendu une canonnade qui était pas loin du tout, et c'était la sortie de pays en direction de Jeanneria. Alors, ce qui s'était passé, c'est que les Américains voulaient pas envoyer faire la grosse bagarre, mais ils avaient envoyé 2 chars pour aider. Je pense que c'était... Je sais pas si c'était... parce qu'il y avait toutes sortes de troupes allemandes qui passaient. Si c'était les nôtres, entre guillemets, ou d'autres qui revenaient de Lyon, qui remontaient. Et alors les 2 chars s'étaient mis à 1 kilomètre de distance, derrière des haies. Et ils ont peut-être eu des informations, je sais pas comment, ils ont laissé la colonne s'engager. Et quand toute la colonne a été dedans, ils se sont mis au milieu de la route et ils ont taillé dans le tas. Alors là, j'ai autant vous dire qu'il y a eu 17 camions d'incendiés. Hein. Moi, je les ai vus à Jeanneria, j'avais été rassemblés sur la place. Et alors, il en est tombé. Il y avait de l'eau, parce que, mais c'est invraisemblable. À la place, il y avait 1 mètre d'eau. Et après, donc, alors, on voyait les Allemands qui foutaient le camp dans les champs. Et pourtant, les champs, c'est tout du gravier. Hein. Mais c'était un immense lac. Et puis, ils cherchaient à foucher les vélos pour foutre le camp. Leur obsession, c'était de rentrer en Allemagne, bien sûr. Par tous les moyens, parce que là, on leur avait détruit leur colonne. Alors après, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, on n'allait pas y mettre le nez, hein, bien sûr. Il faut bien comprendre l'affaire de la libération de Lyon. Il faut se limiter à des mouvements d'une ampleur suffisante pour pouvoir les comprendre. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est que ce cordon allemand côté Est a tenu. Il a permis aux dernières unités allemandes de passer. Donc, ils sont rentrés dans Lyon par la direction de Villeurbanne et puis ils sont passés ensuite au nord. Ils avaient, en somme, rempli leur mission. Et le 2, on a vu arriver les Américains. Alors là, c'était la grande fête. Les Américains sont arrivés, c'était la libération de Pusignan, c'était la joie, c'était la fête, c'était la distribution de chocolat, etc. Tout le monde était content. Mais on avait passé des jours quand même très difficiles. Par contre, on avait ramassé les résistants qui avaient été rassemblés dans la vieille église de Moisfond. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, étant donné qu'on avait 23 gars dans l'église de Moisfond qu'on enterrait le lendemain. Hein. Après 5 ans d'occupation, les villages de la région sont enfin libérés. Les troupes américaines passent et continuent leur progression au nord de Lyon. Malgré la libération du 1er septembre 1944, la vie restera difficile dans la région.
car les conflits armés se poursuivront pendant plusieurs mois, jusqu'à la reddition de l'Allemagne. Et il faudra plusieurs années pour un retour à une vie normale. Beaucoup de gens ont souffert, mais je crois que la notion solidarité a été très importante. Je souhaiterais qu'à l'avenir, la même solidarité existe et que ce ne soient pas les intérêts particuliers qui font disparaître l'intérêt général de tous. Je ne sais pas si en France ça se reproduirait. Je crois que les jeunes sont plus révoltés, non, ils se révolteraient, ils ne laisseraient peut-être pas faire. Vous voyez tous les gens qui sont dans les rues. On ne voyait pas des gens dans les rues avant-guerre. On ne voyait pas des gens qui manifestaient contre des choses comme ça. On ne voyait pas. Peut-être que les gens ont pris plus conscience d'eux-mêmes. Eh bien, je leur dirais que nous avons passé une période difficile, mais que nous avons toujours gardé la foi en l'avenir et la confiance en l'avenir. Et c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Les événements se succèdent, écrivant l'histoire. Mais seuls les témoins de cette époque sont à même de transmettre aux nouvelles générations la valeur de la vie et de la liberté, à travers leurs récits et leur mémoire.